Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce jeudi 25 février. Avec la pandémie mondiale, on pouvait croire que les créations d'entreprises seraient à l'arrêt. Ce n'est pas le cas. En 2020, dans les Yvelines, 21 000 entrepreneurs ont lancé leur société. Témoignage de l'un d'eux. Pour en parler avec nous également, notre invité Benoît Malassigné, conseiller et formateur à BGE Yvelines, un réseau d'accompagnement de créateurs d'entreprises. Également, des communes yvelinoises qui n'avaient plus de caserne de gendarmerie font revenir les militaires quelques jours par semaine. Des permanences ont été mises en place. Exemple, à Follenville-d'Ennemont. Enfin, le portrait d'un métier presque oublié, celui d'archetier. Il n'en reste que 70 en France, dont un dans les Yvelines. Rencontre avec Sergio Chanquia à la maison Lafitte. Juste avant cela, une nouvelle nuit de violence dans les Yvelines hier soir, au Mureau, à Poissy, à Morpas, la Selle-Saint-Cloud, la Verrière ou encore à Mantes-la-Jolie. À chaque fois, le même scénario, ou presque. Des projectiles et des mortiers ont été tirés contre les forces de l'ordre. Au total, 6 personnes entre 13 et 19 ans ont été appréhendées. Nous ouvrons une page économique avec la crise sanitaire. Certains entrepreneurs tentent coûte que coûte l'aventure de la création d'entreprises. Des créations en plein boom dans les Yvelines. En 2020, plus de 21 000 sociétés ont été créées. Juste avant d'accueillir notre invité Benoît Malassigné de BGE Yvelines, on écoute Randy Lucussa, jeune cinquantinois, qui a lancé sa société en octobre dernier au micro de Mélanie Poquet. Lucussa Media aujourd'hui, c'est une société, une agence digitale. Nous accompagnons toutes les entreprises et même les particuliers aussi dans leur parcours numérique. On a plusieurs packs dans nos services qu'on propose aux entreprises. Il y a des packs de création d'identité visuelle jusqu'à la conception des sites internet ou même de l'application mobile. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait une formation STMG. J'ai un bac STMG en spécialité SIG. Et après, je voulais continuer avec les études. J'ai cherché une alternance et j'ai pas trouvé d'alternance. Du coup, je me suis redirigé vers une formation développeur web chez Ifocop. Et après ça, je me suis dit, vu que les alternances c'est compliqué à avoir parce qu'il faut de l'expérience, on va se créer notre propre expérience tout seul. J'ai lancé officieusement en janvier 2020. Et officiellement en octobre 2020 parce que la paperasse prend du temps. Je ne me suis pas rapproché particulièrement des professionnels, c'est plutôt quand le projet a déjà été monté que je cherchais des professionnels pour être mes partenaires pendant cette démarche et cette aventure. Pour la formation de société et pour l'argent, je ne me suis rapproché d'aucune banque. Tout est parti des fonds personnels. Et pour continuer à parler de ce sujet, nous accueillons Benoît Malassigné en visioconférence avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller formateur au sein de BGE Yvelines. C'est un réseau d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises, mais aussi les repreneurs. D'abord, selon les chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines, 21 130 sociétés ont été créées dans le département en 2020, contre 20 578 en 2019. On aurait pu s'attendre finalement à une baisse conséquente, mais finalement non. Alors, 6,4% d'augmentation, comment l'expliquez-vous ? Alors, c'est vrai que sur les statistiques nationales sur la création d'entreprises, on a la surprise, je dirais, d'avoir un peu un effet, comme un effet boom des créations d'entreprises sur 2020, ce qui surprend, ou ce qui peut surprendre du fait de la situation. Maintenant, une des explications importantes qu'on trouve un peu dans le détail, en lisant un petit peu entre les lignes de ces créations, c'est que beaucoup de ces entreprises, une très grosse majorité, je crois que c'est à peu près 3/4 de ces entreprises, sont des entreprises individuelles au régime du micro-entrepreneur, qui est une forme, on va dire, relativement simplifiée à la création et au fonctionnement de l'entreprise. Et alors, là, pour le coup, ce boom des créations d'entreprises individuelles au régime du micro-entrepreneur peut s'expliquer par une forte demande, notamment de l'activité transport, entreposage, déplacement livraison de colis ou de courrier. Et donc ça c'est une explication liée
à une demande importante pour toutes les activités qui se sont développées sur des systèmes, notamment les restaurateurs qui font de la livraison de repas. Ils ne pouvant plus recevoir, ils ont développé un service de livraison de repas, de commande et de livraison, et donc ils ont eu besoin de personnel pour pouvoir faire ce service de livraison. Et c'est une explication importante et qu'il va falloir surveiller, je dirais, de près, puisque ce qui va être important maintenant, c'est de voir un petit peu comment est-ce que ces entreprises nouvellement créées vont pouvoir vont durer dans le temps, quoi. Est-ce qu'elles vont être pérennes ou non? Alors du coup, pour revenir un petit peu aux chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie, en fonction de la période de l'année, on voit évidemment des disparités. En mars 2020, 1610 créations, mais en avril 2020, on tombe en dessous de la barre des 1000, avec seulement 963 sociétés. C'est là qu'on voit l'effet du premier confinement aussi, et donc de l'impact de la crise sanitaire sur cette baisse de création. Non, mais je pense que si on regarde sur l'ensemble de l'année, on retrouve après une croissance comme ça plus importante. Donc effectivement, certainement qu'avec le premier confinement, il y a quand même eu un effet bloquant, quoi. C'est-à-dire que sur le chiffre est important en mars, il chute en avril. C'était aussi le contre-coup un peu de l'annonce du confinement. Et donc derrière ça, après les choses se sont mises en place au niveau des activités, donc notamment pour tout ce qui est livraison à domicile, et donc l'activité après est repartie, enfin les créations d'entreprises après sont reparties. Donc vous l'avez évoqué avec évidemment on va dire l'augmentation énorme des livraisons, des ventes sur Internet. Il y a des nouveaux profils de créateurs d'entreprises, mais est-ce qu'il n'y a que les livreurs? Quel est le profil finalement de ces personnes qui tentent l'aventure de la création entrepreneuriale? Ouais, là, on parle de la livraison parce que c'est une explication importante sur le volume des créations d'entreprises là sur 2020. Maintenant, clairement, il semble quand même que globalement sur la création d'entreprise, on n'a pas de profil type, on n'a pas le créateur d'entreprise qui plus est vinois n'est pas typiquement de telle classe d'âge ou de telle catégorie sociale et ne crée pas spécifiquement sur un statut d'entreprise particulier. Je pense que les choses sont quand même très très mêlées, même si après de tout ça, évidemment, on va trouver un profil un petit peu majoritaire. Et en fonction de l'activité, par exemple, je reprends l'exemple des livreurs, on est plutôt sur des personnes qui sont étudiants ou juste après étudiants, donc on est sur le premier boulot. Création de micro-entrepreneurs, c'est une solution facile. Mais après, au-delà de ça, on a des profils extrêmement variés, tant dans le secteur d'activité que dans le profil de la personne, que dans le profil social. Donc pas de profil vraiment défini. Est-ce que dans les entreprises, comment ? Heureusement qu'il n'y a pas de profil défini, qu'il n'y a pas besoin d'avoir spécifiquement tel type de profil ou de parcours. Non, mais évidemment. Mais du coup, est-ce que dans les entreprises que vous avez accompagnées, il y a des inquiétudes particulières des créateurs d'entreprises de 2020, donc c'est-à-dire vraiment pendant la crise sanitaire, que vous avez pu constater des inquiétudes avant de créer leur société ? Les inquiétudes, elles sont sur un petit peu qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce que ça va durer et quand est-ce que ça va finir. Parce que les personnes qui ont démarré, qui ont débuté leur activité juste à peu près au moment du confinement, du premier confinement, se sont trouvées très vite confrontées à un arrêt brutal de leur activité. Donc il a fallu à ce moment-là, les inquiétudes, c'était surtout comment avoir accès aux aides, par exemple, à toutes les mesures gouvernementales, régionales, etc., qui avaient été mises en place. Donc là, c'était l'inquiétude a été, je dirais pas tant pour le maintien de l'activité que pour avoir accès à ces dispositifs, en se disant il sera toujours temps, je dirais, une fois que la crise sera passée, de pouvoir réfléchir à la relance, quoi, et au rebond. Et justement, quelle est un petit peu la durée de vie de ces entreprises qui se créent pendant cette crise sanitaire ? Est-ce que c'est des entreprises qui vont, comme vous le disiez peut-être et comme vous l'évoquiez, durer dans le temps ? Est-ce que c'est viable après la crise pour certaines ? Est-ce que vous avez un petit peu, pas un profil, mais du moins, est-ce que vous connaissez la durée de vie ? Est-ce que c'est des micro-entreprises qui vont disparaître après ? Quelle est un peu la durée de vie ? Espérons qu'elle sera beaucoup plus longue que la pandémie. Je pense que ça va beaucoup dépendre de la capacité
de ces entrepreneurs à rebondir, à adapter leur activité. C'est-à-dire que ils ont créé une entreprise souvent sur une opportunité qui était d'exercer en tant qu'indépendant là tout de suite. Maintenant, il va falloir qu'ils arrivent à transformer ces opportunités réellement en modèle d'entreprise et en modèle économique. C'est-à-dire que là, il y a eu on fait par exemple, je prends l'exemple livraison. Est-ce que la livraison de repas va continuer parce que les restaurants vont réouvrir? Oui, mais il y a aussi le télétravail qui s'est développé. Donc les personnes qui sont en télétravail vont peut-être avoir encore besoin de se faire livrer des repas. Donc je pense que là, c'est un peu dans l'urgence. Il y a une opportunité, on crée l'entreprise, système micro-entrepreneur, c'est facile, on y va. C'est facile et ça limite les risques, donc on y va. Maintenant, ça va être important que chacun puisse véritablement se poser des questions sur comment est-ce que je peux maintenant transformer ça vraiment en vraie entreprise avec un vrai modèle économique. Dernière question rapidement sur les défaillances d'entreprises. En 2020, on constate qu'elles sont en baisse par rapport aux autres années. Est-ce qu'il faut justement relativiser ce chiffre par rapport aux dispositifs de soutien avec la crise ? Si on pouvait pas le relativiser, que ce soit exact, ce serait très bien, ce serait une très bonne nouvelle pour ces entreprises. Maintenant, dans les faits, effectivement, je pense qu'il faut quand même relativiser et dire attendons un petit peu, parce que effectivement, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont je dirais, tenu grâce à une trésorerie qui est maintenue à flot avec les mesures gouvernementales. Maintenant que est-ce que l'activité va pouvoir se relancer quand il va falloir faire établir les comptes, bilans, etc. sur l'exercice comptable de 2020, qu'est-ce qui va en rester et quelles seront les possibilités effectivement de rebond. Et donc, je pense que il y a beaucoup de ces fermetures d'entreprises ou défaillances d'entreprises qui peut-être, je dirais malheureusement, n'ont été que retardées. Mais il faut suivre ça près et surtout être prête à les accompagner pour pouvoir les accompagner maintenant qu'on va sortir de la crise ou quand on sortira de la crise. C'est vrai qu'il va falloir être là pour pouvoir les accompagner à dire le rebond, quel rebond, comment. Merci Benoît Malassinier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, des permanences de gendarmerie pour la ruralité. Dans plusieurs communes yvelinoises, des bureaux ont été aménagés pour accueillir quelques jours par semaine les militaires. C'est le cas à Follainville-d'Ennemont, où les gendarmes sont présents chaque mercredi après-midi à proximité du marché. Les précisions d'Astrid Bergère sur les images de Nicolas Dandry. Depuis 1 mois et demi à Follainville-d'Ennemont, dans le nord des Yvelines, les gendarmes sont présents le mercredi après-midi au moment du marché. Dans un local prêté par la mairie, ils reçoivent les habitants. On accueille les plaintes lorsqu'il y a des dépôts de plaintes, on renseigne les personnes lorsqu'il y a des questions, puis lorsque c'est un peu calme, on en profite pour faire une patrouille au contact de la population sur le marché. Devant leur local, accessible aux personnes à mobilité réduite, une banderole gendarmerie nationale a été installée. Cette initiative permet de rapprocher les militaires et la population. La philosophie d'AMO, c'est également de réinstaller donc la gendarmerie dans cette fonction qui m'est très chère de service public. On est véritablement un service à la disposition du public. Alors, sous un angle répressif, quand évidemment il faut l'être, mais également on doit être là, me semble-t-il, en appui, en conseil, en bienveillance, pour écouter les gens. Cette présence permet aux personnes non véhiculées d'avoir un poste de gendarmerie plus proche que celui de Limay, à 5 km. Elle rassure et crée aussi du lien social. On remarque avec nos anciens une grande solitude. Toutes nos activités habituelles ne peuvent pas se dérouler. Il y a beaucoup d'inquiétude de la part de nos aînés. Et voilà, le fait de pouvoir exprimer leurs difficultés, rencontrer par cette proximité, c'est très important. 2 autres communes aux alentours profitent du même dispositif à Drocourt et Fontenay-Saint-Père. Un premier bilan sera établi courant avril avec, à terme, l'objectif de l'étendre. C'est un métier presque disparu que nous vous présentons à présent, celui d'archetier. Il n'en reste plus que 70 en France. Pourtant, sans archer, difficile de jouer du violon ou du violoncelle. Sergio Sanchia, archetier professionnel, a ouvert les portes de son atelier à Maison Lafitte à Célia-Gatsongo. Regardez. Il y a pas mal de musiciens qui pensent que l'archet c'est un accessoire. Mais sans l'archet, le violon c'est une petite guitare. Que serait donc un violon sans son archet ?
Sergio Chanquia, 41 ans, exerce le métier d'archetier depuis 8 ans. Il fabrique, entretient et restaure des archets pour les violons, violoncelles, alto et contrebasse. Parfois, il a du travail de l'entretien, d'échanger les mèches, par exemple des restaurations. Et ça aussi, je le fais les matins. Et après, je me focalise à la construction. Il a en tout réalisé plus de 125 archers. Un produit coûte entre 3 000 et 4 000 euros. Les musiciens commandent leur archer sur mesure. Pour en construire un, Sergio Chanquia passe environ 30 heures dessus. Un travail minutieux et qui nécessite beaucoup de patience. Ça, c'est une planche de pernambouc. D'ici, je coupe tout à la main et j'obtiens ça en brut. L'archer se compose de 4 parties, la baguette, la hausse, le bouton et l'écrin, avec beaucoup de matériaux différents comme le nacre, l'argent, l'ébène ou encore le crin du cheval. Autant de matières qu'il faut savoir travailler, par exemple la courbure de la baguette. Il y a des cambres assez réguliers et il y a des cambres qui montent à la tête comme ça. Et ça donne différents jeux en fait. C'est plus stable, c'est plus qui saute. Plus aucune école n'existe pour devenir archetier. Sergio Chanquia s'est formé, lui, au sein de l'atelier Raffin à Paris. Depuis août 2020, le quadragénaire s'est installé à son compte à Maison Lafitte. Il cherche maintenant à acquérir une boutique pour davantage de visibilité. Autre portrait enfin, cette fois-ci celui d'un golf, celui de Saint-Germain-en-Laye, un club au passé prestigieux qui a vu de grandes compétitions organisées sur ses terres. Plusieurs personnalités ont également tapé quelques balles sur son green. Reportage de Michael Elmidoro. Il fêtera son 100e anniversaire dans un an. Le golfe de Saint-Germain est implanté dans la forêt depuis 1922 sur d'anciennes terres agricoles. Le parcours a été dessiné par l'un des meilleurs architectes de l'époque, Harry Colt. Le Britannique a conçu un parcours forestier reconnu dans le monde entier avec notamment 116 bunkers. Saint-Germain est considéré, suivant pour employer le mot anglais au ranking, parmi les 10 plus beaux parcours de l'Europe continentale. Pour certains dans les 5 parcours d'Europe continentale, mais c'est sûrement le parcours le plus célèbre, le plus ancien des Yvelines. Le parcours yvelinois a organisé 9 Open de France, dont le dernier en 1985 avec la victoire de Severiano Ballesteros. Les Greens ont en plus accueilli la légende Ben Hogan, le célèbre golfeur aux 64 victoires sur le Tour américain. Des personnalités prestigieuses sont également venues à Saint-Germain-en-Laye. À partir de 1945, Saint-Germain était l'état-major de l'armée américaine. Et nous avons reçu ici notamment le général Eisenhower, le général Lemnitzer, mais surtout le général Eisenhower. Nous avons aussi reçu ici le duc de Windsor, qui venait régulièrement jouer au golf de la propriété qu'il avait en bordure du bois de Boulogne. Aujourd'hui, le golf associatif reçoit régulièrement des professionnels. Il organise des tournois et notamment des championnats de France. La structure compte près de 1000 adeptes. Le plus jeune a 3 ans et le plus ancien 96 ans. Au-delà de la compétition, ce club familial prône avant tout un style de vie. Être membre d'un club comme Saint-Germain, c'est accepter c'est d'être membre d'un club à la britannique, c'est-à-dire vivre comme pour son club, accepter les différentes compétitions qui sont là, et retrouver des amis et de ne pas venir uniquement taper des balles et repartir après une partie. Pour rejoindre ce club historique, il faut être parrainé par 2 membres. Les admissions ont lieu 2 fois par an. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, votre émission d'actualité et de loisirs. Rendez-vous avec le 7-8 Week-end. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée.